Dans l'espace de 4 mois, on est devenu l'équipe la plus détestée de la WWE, des menaces de mort et tout. Fait que ça a été, on va dire, ça a été un succès, ça a été bon. Et puis pour moi, ça a été l'époque où j'ai eu le plus de plaisir dans ma carrière parce que tu peux te permettre. Ça fait quoi quand on se dit on tire la coque, c'est fini? Ah, c'est fini. Je le savais, puis ça me tentait pas, mais je le faisais. Les pancartes, Frogs Go Home. Il fallait voir que j'étais la seule fille dans la ligue, gardienne de Puis but. après les préliminaires, je pense qu'il y a bien des gens qui me voyaient plus sur le podium. Quel combat est le plus difficile? Celui dans le ring ou celui à l'extérieur du ring avec les commanditaires? Lorsque vous étiez jeune, il y avait votre père qui était Jacques, votre oncle Johnny. Est-ce qu'à un moment donné, on a envie de sortir de l'ombre et devenir Raymond Rougeau? J'ai jamais senti la pression d'essayer d'être Johnny ou d'essayer d'être Jacques. J'ai toujours su que pour percer il faut que tu te fasses ta propre marque. Je peux pas être dans l'ombre de personne. Alors, Johnny avait son image, sa personnalité. Jacques avait son image, sa personnalité. Raymond était pour avoir sa propre personnalité. Fait que j'avais pas de pression là-dessus. Quand on arrive dans la WWF, ça se fonctionne comment? Est-ce que c'est un essai, après ça, on va voir? Est-ce que c'est un contrat qu'on négocie? Comment se passe la vie? Ouais. Dans notre cas, la façon que c'est arrivé, c'est que moi, je luttais au Québec. Mon frère et moi, on était ici très bien établis en tant qu'équipe. À l'époque, Vince McMahon, que vous connaissez maintenant. Et non son père qui avait géré avant. Oui, c'est ça. Ben, lui a acheté de son père. Son père avait des associés. C'est Vince Junior qui a acheté d'eux autres. Lui, il avait le rêve. C'était un visionnaire. Lui, il voulait être mondial. Pour conquérir, mondial. Mais là, ça y prenait dans sa stratégie. Il voulait avoir des lutteurs clés dans des différents marchés, dans des différentes sections à travers le monde, qui parlent des différentes langues pour conquérir ces marchés-là. Alors, du côté du Québec et le marché francophone, on lui avait souvent parlé des frères Rougeau. Fait que là, il disait, si tu es capable d'aller chercher les frères Rougeau, tu vas percer le marché francophone. Si jamais il y avait une possibilité d'y aller, ça serait en équipe avec mon frère. Pourquoi? Pourquoi vous ne l'avez pas y seul? Parce qu'on était déjà très bien établis comme équipe, on avait un bon succès comme équipe. Alors, de là, j'ai dit, écoute, demain, je prends l'avion pour la Floride. J'avais une maison là-bas, je m'en vais en Floride. S'ils veulent me parler, ils m'appelleront. Puis, quand même, vous êtes fait désirer à ce point-là. Oui, j'y tenais pas plus que ça. Parlez-nous de votre premier combat avec la WWF. C'était à Melbourne, en Australie, contre les Moondogs, à l'époque. Spot P-Rex, les Moondogs, mon frère et moi. Ça a été un match, ce que je me souviens le plus. Je me souviens du match, mais c'est comment ça avait été difficile parce que je suis atterri à Melbourne en avant-midi, puis on luttait ce soir-là. Puis ça avait été un trajet de 36 heures. De Rawdon, j'ai parti d'Orval, Montréal-Toronto, Toronto-Los Angeles, Los Angeles, Honolulu, Auckland, Nouvelle-Zélande, puis Auckland à Melbourne. Arrivé là à l'hôtel, c'était à 11 heures le matin. À 3 heures, il fallait être en bas pour s'en aller au building. Je peux te dire que pas tout à fait dans mon assiette. Vous étiez gentil au début quand vous avez commencé. Vous êtes devenu méchant. Est-ce que ça vous tentait? En fait, c'est drôle parce que tu sais, la WWE, bon, on dit parce que maintenant c'est toujours ça. C'est la WWE. Oui, exact. Mais c'était très américanisé. Et une grande majorité de nos voyages, nos parcours se passaient aux États-Unis. Les Américains sont très patriotiques, ils ont beaucoup de misère à aimer ou prendre pour quelqu'un qui vient pas des États-Unis. Alors, nous allons de Montréal, Québec, puis on parlait français, puis tout ça. Alors, c'était mitigé dans la foule. On se retrouvait entre deux chaises. La moitié des gens nous appréciaient pour ce qu'on pouvait démontrer sur le ring. Mais l'autre moitié ne voulait pas qu'on soit là. Puis là, il y avait des pancartes, Frogs Go Home, tu sais. Fait que, en voulant dire, les Français, retournez chez vous. Ils n'en voulaient pas de nous. On était pris entre les deux. La pire place où être. Tu vas être soit détesté ou bien aimé. Pas entre les deux. Pas entre les deux. Fait que, parce que si tu vas avoir des combats intéressants, il faut que soit les gens veulent te voir faire battre, ou bien ils veulent te voir battre le méchant. Nous, on était entre les deux, les gens, la moitié s'en foutaient d'un bord comme de l'autre. Dans l'espace de 4 mois, on est devenu l'équipe la plus détestée de la WWE, des menaces de mort et tout. Fait que ça a été, on va dire, ça a été un succès, ça a été bon. Et puis pour moi, ça a été l'époque où j'ai eu le plus de plaisir dans ma carrière parce que tu peux te permettre d'être plus excentrique, de vraiment laisser aller un personnage, de te perdre dedans, et puis c'est correct. Tu sais, fait que ça a été bien le fun. À l'arrière, quand les portes sont fermées, ça se passe comment dans un vestiaire de lutte de ces années-là? Ben,
Il n'y avait pas beaucoup de camaraderie. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ils disaient hey, vous devez tous être des grands chums, puis tout ça. C'était tout à fait le contraire. Il y avait plusieurs petites cliques, des petits groupes fermés, mais qui se mélangeaient pas beaucoup. Et nous, en étant Québécois... Il y avait plusieurs Québécois à l'époque, Dino Bravo, Rick Martel. Oui, mais quand on est rentré, on était les deux seuls. Okay. Après ça, Dino Bravo est arrivé, puis après ça, Ricky Martel est arrivé. Après ça, il y a eu Arnie Garvin, de son vrai nom, Roger Barnes, qui est d'origine de Gaspésie, qui est arrivé, mais ça faisait déjà 2 ans qu'on était là. Mais la petite clique québécoise, on va dire, quand on était, parce qu'il y avait 3 villes par soir aussi où il y avait de la lutte, fait que souvent, on n'était pas dans les mêmes villes. Souvent, il y avait juste mon frère et moi comme Québécois, et à l'occasion, si Dino était avec nous, quelque chose, ou Ricky, bon, ben là, ça faisait nos dynamiques, mais on se parlait français. Et puis, même à un moment donné, on s'était fait dire par un des agents, écoute, Vince demande est-ce que vous parlez plus français dans le vestiaire parce que ça fait de la chaleur avec les autres gars, puis il n'y a pas ça. Moi, je croyais pas ça, parce que je connaissais Vince, je suis pas un gars fermé comme ça, mais j'ai dit, garde, si Vince veut qu'on arrête de parler français, là, il viendra me le dire lui-même. Parce que je dis, entre-temps, on va continuer à parler français. Puis Vince n'est jamais venu nous dire ça, je savais que ça venait pas de lui, mais c'est facile de se servir du nom de Vince. Il y a plusieurs lutteurs qui sont décédés d'overdose, de drogue et tout ça. Vous en pensez quoi un peu de toutes ces personnes-là? Ça tombe comme des mouches. Oui, j'étais pas étonné. Et surtout qu'à une certaine époque, quand on parlait des années 80 et des problématiques qu'il y avait à ce moment-là, je me souviens, j'étais dans le vestiaire. Et puis, je disais à Dino, je disais à mon frère, j'ai dit, je regarde ici, là, puis j'ai dit, je vais en voir un paquet tomber. Tu sais, je regardais les styles de vie, puis les mauvaises habitudes, tu sais. Fait que, c'est pas étonnant que ça ait tombé. Mais il y a un autre côté. Il y a le côté que quand les gens ne vivent que pour le business, ils vivent leur personnage, ils deviennent leur personnage, puis ils montent à des sommets qu'on ne croyait pas possibles autrefois. Mais tout à coup, quand t'es plus là, la descente, elle est longue. Si tu ne vivais que pour ça, si tu n'avais pas les 2 pieds solides au plancher, tu tombes en chute libre, tu tombes dépressif, puis tout ça. Fait que il faut vraiment être solide pour vivre toute cette gloire-là en gardant dans la réalité de la tête. Ce n'est pas la réalité. C'est une image, c'est un moment. Profites-en. Profites-en au max. Mais il y a une date d'expiration. Il y a une date d'expiration, puis tu vas revenir les 2 pieds sur la terre et vivre normalement. Si tu comprends ça, il n'y en a pas de problème. Moi, j'ai commencé à planifier ma retraite quand j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Et j'avais atteint une indépendance financière. Techniquement, j'avais plus besoin de travailler. Ma motivation dans la lutte, c'était de pratiquer un métier que j'adorais, mais c'était aussi de me faire une sécurité financière pour dire je ne serai plus dépendant de la lutte ou peu importe n'importe quel métier, parce que j'en ai trop vu qui étaient là, qui ont dépassé, on va dire, leur... Ils ont étiré l'élastique. Ils ont étiré l'élastique par besoin financier, puis ça, je peux le comprendre, mais je m'étais juré, je finirais pas comme ça. Fait que j'avais atteint mes objectifs, même dépassé mes objectifs. Et puis, mais je dirais la principale raison, c'est que c'était le voyagement. Je venais chez moi 5 jours par mois. Fait que je passais 25 jours par mois dans des jets. Là. Tous les jours, j'étais dans l'aéroport dans un jet pour une autre ville. Il y a des fois, puis ça, c'est pas juste des petits vols locaux. Là. Je traversais, je te donne un exemple. J'ai une tournée, j'avais commencé le vendredi, j'étais à Miami, samedi à Orlando, Floride, Popé. Dimanche après-midi, Washington. Lundi, Birmingham en Angleterre. Mardi, Londres. Mercredi, Bruxelles. Jeudi, Paris. 6 jours en France. Le lendemain, j'étais à Nassau Coliseum à Long Island, puis le lendemain à Houston. Dans le vol de Houston, de New York à Houston, bon, là, je me suis endormi, je me suis réveillé, je regardais dehors. Je me souvenais même plus où je m'en allais. J'ai sorti mon billet. Ah oui, c'est vraiment, on va à Houston. Mais c'était comme ça. Fait qu'à un moment, tu sais, tu fais ça, puis c'est à l'année. On n'a pas de saison off, nous. Fait qu'on roulait comme ça à l'année. J'étais saturé de voyager. Quand j'ai arrêté, j'ai été, je pense, 8 ans sans mettre les pieds à l'aéroport. Je n'étais plus capable de sentir un aéroport. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, t'ennuies-tu de la lutte? Pas du tout. Le jour où je suis parti, même quand j'ai quitté, j'avais 34 ans. Les gars me disaient, voyons, t'es ben trop jeune. Il a dit, je te gage, dans 6 mois, tu vas appeler Vince, tu vas le supplier de revenir. Non. C'est ça. Ben, non, mais j'ai dit jamais non, parce que je sais pas. Dans 6 mois, est-ce que c'est vrai? Moi, vous avez raison. J'ai dit, en tout cas, on verra dans 6 mois. Moi, le plus le temps passait, le plus j'étais heureux, plus j'étais bien. Et je peux te dire, aujourd'hui, 29 ans plus tard, je me suis jamais ennuyé une seconde.
Merci, c'est gentil. Alex, Merci. ça fait plaisir. Merci beaucoup.